Quelqu'un peut-il imaginer se réveiller avec ça? À Gaza, nul besoin d'imaginer. Un cauchemar devenu incompréhensiblement réel, avec des bombes lâchées sur les tentes d'Al-Awassi. Venez chercher les blessés, ils sont en train de mourir, crie-t-il. Les images que nous ne pouvons pas diffuser montrent des enfants morts ou grièvement blessés, hurlant de douleur. Tout au long de la guerre, Israël a déclaré à plusieurs reprises qu'Al-Awassi, ou une grande partie de la zone, était une zone sûre. Mais elle a aussi été attaquée à plusieurs reprises, l'armée affirmant viser des militants cachés parmi les civils. Par Dieu, on surfait sur Internet et je lui ai demandé « Tu veux aller où, mon fils ?» Il a dit « À la maison, pour manger et dormir. » Mon chéri, il est parti. Ahmed, la lumière de mes yeux, mon soutien. Je me disais que Dieu me consolerait quand mon fils grandirait. Quand mon fils grandirait. À l'autre bout de la bande, au nord de Jabalia, d'autres frappent dans la nuit. L'armée israélienne a confirmé aujourd'hui que son offensive terrestre étendue, nommée les chariots de Gidéon, était en cours au nord et au sud. Elle affirme avoir frappé 670 cibles terroristes du Hamas au cours de la semaine écoulée. Une frappe sur un hôpital de Khan Younes mardi visait le commandant du Hamas à Gaza, Mohamed Sinwar. Aujourd'hui, le ministre israélien de la Défense a déclaré qu'il pensait que Sinwar avait été tué dans un tunnel sous le complexe. Tout cela accentue la pression sur le Hamas, tandis qu'Israël menace simultanément d'occuper davantage la bande de Gaza, tout en poursuivant les négociations au Qatar. Aujourd'hui, Israël affirme être ouvert à une pause ou à une fin de la guerre, mais ces conditions restent inchangées et ont longtemps été rejetées par le Hamas. Gaza doit être démilitarisé et les combattants du Hamas exilés. Le nord de Gaza continue de se vider par tous les moyens que les gens peuvent se permettre ou improviser. Abu Muhammad ne peut pas encore partir. Il collecte du bois à vendre pour pouvoir louer une charrette tirée par un âne. Quand les Israéliens veulent une trêve, le Hamas la refuse. Et quand le Hamas veut une trêve, les Israéliens la refusent. Les deux camps sont d'accord sur une chose, exterminer le peuple palestinien. Les morts de Jabalia sont également transférés vers le sud, à Gazaville, l'hôpital indonésien le plus proche étant désormais assiégé et hors service. « Tu es mon âme, ma fille, dit Oumamoud. Tu as emporté mon âme avec toi. » À travers tous ces instants de deuil individuel, une question imprègne tout. Combien d'autres moments comme cela avant que tout cela ne prenne fin? Les Occidentaux ne soutiennent plus Israël les yeux fermés comme avant. À une époque, l'Europe et l'Amérique étaient les symboles d'un soutien unilatéral à Tel Aviv. Aujourd'hui, ce sont ces mêmes pays qui élèvent la voix de la protestation. D'après Press TV, lors du sommet politique européen tenu en Albanie le 16 mai dernier, le président du Conseil européen, Antonio Costa, a déclaré « La situation à Gaza est une tragédie humanitaire planifiée. Le droit international est violé à répétition. » Il accuse Israël d'utiliser une force militaire disproportionnée contre les civils. Et cette déclaration n'est pas isolée. Elle trouve un écho dans toute l'Europe. Dans un communiqué conjoint signé par les premiers ministres de l'Espagne, la Norvège, l'Islande, l'Irlande, le Luxembourg, Malte et la Slovénie, on peut lire « Nous ne pouvons pas rester silencieux. Le blocus israélien sur la bande de Gaza doit être levé immédiatement. Selon eux, expulser de force les Palestiniens constituerait une violation directe du droit international. Ils affirment « Nous rejetons toute tentative de modifier la carte démographique de Gaza. » Même les États-Unis brisent le silence. Dans une lettre explosive, 24 sénateurs américains ont exhorté leur administration à prendre des mesures diplomatiques pour faire lever le blocus de Gaza. En Israël même, l'isolement politique s'aggrave. Des chefs d'État qui autrefois accueillaient Netanyahou sous les applaudissements l'évitent aujourd'hui. Depuis le mandat d'arrêt lancé contre lui par la Cour pénale internationale,
sa diplomatie est paralysée. Il n'a même pas pu assister à la cérémonie d'intronisation du pape, craignant d'être arrêté pendant le voyage. Entre la menace des missiles et l'ombre du mandat de la CPI, Israël n'est plus en sécurité, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Dans le pays même, le mécontentement monte au sein de l'armée. Un sondage récent révèle que seulement 42% des soldats israéliens veulent rester dans l'armée, contre 49% avant le début de la guerre. Les soldats fuient, les suicides augmentent. Militairement, la guerre de Gaza n'a pas tant renforcé Israël qu'elle l'a isolé politiquement. Aujourd'hui, l'Occident déclare « Ce ne sont plus les mots, mais les actes qui comptent. Sinon, Israël ne pourra plus compter sur nous comme avant. » Le président affirme vouloir mettre fin aux guerres. Mais le Premier ministre israélien a déclaré qu'il allait étendre l'opération terrestre à Gaza. Opération que Tsahal présente comme visant à s'emparer de zones stratégiques. Est-ce que les États-Unis soutiennent pleinement cette extension de la guerre? Nous soutenons l'anéantissement de Hamas, la fin de Hamas. Nous soutenons un avenir pour le peuple de Gaza qui soit débarrassé de Hamas et porteur d'opportunités. Voilà ce que nous soutenons. C'est un groupe qui, le 7 octobre, a traversé la frontière et perpétré l'une des séries d'attaques, d'enlèvements, de viols, de meurtres et de prises d'otages les plus ignobles que nous ayons jamais vues. C'est cela que nous soutenons. Cela étant dit, nous soutenons également une fin au conflit, un cessez-le-feu. Nous ne voulons évidemment pas voir les gens souffrir comme ils le font actuellement. Et nous en tenons Hamas responsable. Mais malgré cela, ils souffrent. Nous sommes donc activement engagés, même pendant que je vous parle, pour voir s'il existe un moyen de faire sortir davantage d'otages par le biais d'un mécanisme de type cessez-le-feu. Nous ne ferons rien qui compromette la sécurité d'Israël. Mais en parallèle, s'il existe une possibilité de libérer plus d'otages, y compris ceux encore en vie, mais aussi de restituer les corps à leurs proches, et de potentiellement mettre fin à cette guerre de manière à offrir au peuple de Gaza un chemin vers la paix, la prospérité et un avenir sans Hamas, alors nous allons explorer cette voie. Nous pensons avoir réalisé certains progrès, mais beaucoup reste à faire. L'ambassadeur Witkoff travaille là-dessus, heure par heure. C'est une priorité absolue pour nous tous. Et j'espère que nous aurons bientôt de bonnes nouvelles à annoncer, même si certains obstacles demeurent. Demandez-vous à Israël de ralentir son offensive militaire. Le Premier ministre du Qatar a déclaré à Fox News qu'un accord était en cours de négociation pour libérer tous ou une grande partie des otages, après la libération d'Idan Alexander, cet américano-israélien. Mais ensuite, l'armée israélienne a bombardé un hôpital, tuant 70 civils et tout a capoté. Est-ce bien votre compréhension de ce qui s'est passé? Est-ce dû à un manque de précaution vis-à-vis des victimes collatérales? Non, ce que je dirais, c'est que cette guerre pourrait se terminer immédiatement. Et Israël l'a clairement dit. Elle pourrait s'arrêter sur le champ si Hamas se rendait, déposait les armes, se démilitarisait et relâchait tous les otages, y compris les dépouilles. S'il faisait cela, ce conflit prendrait fin. C'est vrai depuis le début. Ça l'est toujours. Ce sont eux qui ont refusé cette option. Cela dit, nous continuons de tout faire, par les canaux diplomatiques et confidentiels, pour parvenir à mettre fin à ce conflit de manière à éliminer Hamas, à offrir au peuple de Gaza une chance de vivre en paix et dans la prospérité, et à garantir la sécurité d'Israël. Nous y travaillons, et nous n'avons jamais cessé d'y travailler. Des efforts sont constamment en cours pour rendre cela possible. Et cela continue, même pendant que je vous parle. C'est l'issue que nous voulons voir, et j'espère qu'elle arrivera le plus tôt possible. Le président a dit que le Premier ministre Netanyahou ne voulait pas mettre fin à la guerre. Les points de vue sont donc assez divergents. Ce que le président veut dire, c'est qu'il ne veut pas que la guerre se termine tant que Hamas n'a pas été vaincu. Ce groupe est une menace. Si une seule braise survit, elle pourra raviver un incendie. Il n'y a aucun avenir, aucune possibilité d'une Gaza pacifique et prospère tant que Hamas en reste le maître par la force. Et ça, c'est une vérité fondamentale. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'existe aucun moyen d'y parvenir via un cessez-le-feu ou un mécanisme de paix. C'est ce que nous cherchons à obtenir ici. Éradiquer Hamas, mettre fin à sa gouvernance à Gaza, mettre fin au conflit, libérer tous les otages, y compris les corps des victimes assassinées par les terroristes du Hamas, et entamer la reconstruction d'un avenir pour Gaza, tout en assurant la sécurité d'Israël.
C'est ce que le président veut comme issue finale. C'est notre objectif, et c'est ce sur quoi nous continuons à travailler par tous les moyens à notre disposition. Hier, j'ai parlé à Ian Lennon, urgentiste de Derby, qui est actuellement bénévole à Gaza avec l'ONG UKMed à l'hôpital Al-Awassi, dans le sud de Gaza. À ce moment-là, il se préparait à recevoir un afflux de personnes venant du nord. Mais dans la nuit, cette frappe aérienne dévastatrice a eu lieu tout près. Nous avons donc reparlé aujourd'hui. Je lui ai demandé ce qui s'était passé. Alors, vers minuit hier soir, un projectile est tombé sur un des camps de tentes, à environ un demi-kilomètre de nous. Et en conséquence, nous-mêmes, ainsi que plusieurs autres hôpitaux de la région, avons été confrontés à un afflux massif de blessés. Mes collègues ici me disent que c'est l'événement le plus grave qu'ils aient connu depuis l'ouverture de l'hôpital de campagne. Quand vous parlez d'un grand nombre de blessés, de combien s'agit-il et de quel type de blessures? Nous avons reçu 27 patients. Il y en avait environ 16 autres morts à l'arrivée à l'hôpital. Nous avons vu des blessures importantes, des amputations, des blessures abdominales, des éclats d'obus, une grande variété de blessures graves. Les plus grièvement blessés ont été transférés à l'hôpital Nasser. Nos équipes opératoires travaillent sans relâche depuis ce matin pour retirer les éclats et traiter les fractures et autres blessures. Le ministère de la Santé de Gaza dit que 3 hôpitaux dans le nord ont fermé. Pouvez-vous nous dire ce qu'il se passe et quels hôpitaux sont encore en fonctionnement? Et aujourd'hui, à quoi vous attendez-vous? Nous savons qu'un des hôpitaux du Nord, l'hôpital indonésien, est en gros assiégé. On entend dire qu'on essaye de transférer les patients, mais au-delà de ça, nous n'avons pas eu beaucoup d'informations. Nous pensons que les hôpitaux du Nord ne sont plus fonctionnels. À quel point est-ce difficile de travailler dans ces conditions? Nous avons désengorgé l'hôpital Nasser, notre principal site de référence, où leur a envoyé les blessés les plus graves hier. Et au retour, ils nous ont transféré certains patients déjà stabilisés, qui doivent rester un peu plus longtemps. Nous en avons admis 6 ou 7 aujourd'hui. Mais notre service est déjà presque plein. On essaie de faire les opérations au plus vite et de repérer les patients qu'on peut décharger rapidement. À quel point est-ce difficile de travailler dans ces conditions? Il y a des choses qu'on doit suspendre pour protéger le personnel, comme les trajets en bus vers l'hôpital. Et donc, on en prend le risque de ne pas avoir assez de personnel national disponible quand on en a besoin. Je me demande comment les employés locaux vivent tout cela, avec les bombardements. Et souffrent. Nos collègues viennent de loin, jusqu'à Gazaville au nord. Ils se déplacent à dos d'âne ou à moto, et ça leur prend 3 heures. En plus du fait qu'ils sont séparés de leur famille et qu'ils ne savent pas ce qui leur arrive. Dr. Ian Lennon, merci encore. Merci à vous.